Bonjour. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On va attendre une minute ou deux avant de débuter ce webinaire afin que tout le monde puisse se connecter. Oui, alors c'est normal que vous ne puissiez ni activer votre micro ni votre caméra. En fait, c'est la fonctionnalité webinaire qui bloque ces accès. Mais vous pouvez tout à fait poser vos questions dans le chat ou dans l'onglet questions-réponses dédié. Je vais commencer, Alan, peut-être, et puis Ouais, très bien. ça laissera le temps peut-être aux autres de venir. Donc, bonjour à tous et bienvenue. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire de lancement de l'édition 2026 de la Semaine nationale de la dénutrition. Nous sommes ravis donc d'être à côté du collectif de lutte contre la dénutrition pour lancer cette édition 2026. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va se présenter. Nous sommes la SRAE Nutrition, une structure régionale d'appui et d'expertise en nutrition, qui est une association financée par l'Agence régionale de santé et la DRAGES, qui est l'équivalent du ministère des Sports en région. Nous sommes une association qui accompagne les professionnels et anime le réseau des acteurs qui sont concernés par la nutrition en Pays de la Loire. Et nous travaillons sur 4 sujets, l'alimentation et l'activité physique, l'obésité et donc la dénutrition, qui est le sujet de notre webinaire aujourd'hui. On appuie les professionnels de différentes manières et notamment, donc je vais vraiment faire un focus sur la mission des nutritions qui est toute l'année, même s'il y a un gros focus pendant la Semaine nationale de la dénutrition. Au sein de la SRA Nutrition, nous accompagnons les professionnels toute l'année et que vous soyez professionnel en ville ou en structure. Comment on vous accompagne? On vous met à disposition des outils, donc des outils soit de repérage, d'information, d'aide au diagnostic, soit des outils qui existent déjà, soit on en crée selon le besoin que vous nous faites remonter. Et puis, on vous met aussi à disposition des outils d'orientation. On a une cartographie des professionnels de la nutrition en région et puis même un PDF interactif qui remet un peu en avant les filières de prise en charge des personnes âgées de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Donc, il y a toute une grosse rubrique d'outils qui sont à disposition. On propose aussi, selon vos besoins, un accompagnement personnalisé si vous avez besoin d'expertise, de conseils des nutritions, d'être accompagné lors d'une réunion de travail autour de la dénutrition ou selon des demandes ponctuelles. On est aussi présent pour vous accompagner. Et puis, on fait aussi beaucoup de formation et de sensibilisation auprès des professionnels. Donc, c'est souvent des sensibilisations soit inter-établissement, en équipe. Donc, on a pour les professionnels d'EHPAD la formation des référents nutrition en EHPAD, qui est une journée où on va parler avec les équipes de soins et cuisine d'alimentation et de lutte contre la dénutrition et comment agir et développer une stratégie vraiment adaptée à votre établissement. Et pour les professionnels plutôt libéraux de premier recours, on propose le Dénutri Quiz qui vous permet de revoir l'essentiel, d'échanger autour de la dénutrition et voir comment vous pouvez initier un parcours dénutrition dans votre structure. Et puis, évidemment, on est aussi relais et on s'appuie beaucoup sur la Semaine nationale de la dénutrition pour déployer, diffuser et faire connaître vraiment cette pathologie. Donc, en Pays de la Loire, comme je le disais, en partenariat avec l'Agence régionale de santé, la SRA Nutrition est partenaire de la Semaine nationale de la dénutrition. On est aussi en collaboration avec l'association Du pain sur la planche qui interviendra tout à l'heure. Et donc, nous sommes ravis d'être partenaires pour cette 7e édition de la Semaine nationale de la dénutrition. Et je vais laisser la place à Gaëlle Soriano pour introduire le sujet. Bonjour, merci Aurélie. Alors Alan, je vais vous laisser partager les diaporamas. Donc pour me présenter, je suis Gaëlle Soriano, je suis diététicienne, travaille au CHU Toulouse et je suis membre du collectif de lutte contre la dénutrition.
Donc, en préambule et avant de passer la parole à Alan, qui va vous présenter les outils, c'était important de rappeler quelques éléments de contexte sur l'importance de la dénutrition dans notre pays. Diapo suivante. Donc, vous n'êtes pas, voilà, je pense que vous êtes déjà assez aguerris à ce fait-là, mais quelques rappels sur la dénutrition qui est engendrée par une diminution des apports ou une augmentation des besoins, notamment sur le plan calorique ou sur le plan protidique. En tout cas, une inadéquation entre les apports et les besoins qui va entraîner à long terme, à moyen et long terme, des modifications au niveau physiologique. On va retrouver d'une part une perte de masse, alors perte de masse grasse, et puis aussi ce qui va beaucoup nous embêter dans la dénutrition, c'est une perte de masse musculaire qui, à long terme, va aussi entraîner une perte de la force musculaire. Au niveau de la population des patients dénutris, on va retrouver un risque qui va être bien plus important d'augmentation de la durée d'hospitalisation ou de réhospitalisation aussi, avec aussi un risque de décès plus important. À pathologie égale, les personnes qui sont dénutries vont avoir un risque de mortalité bien augmenté. Et tout ça va générer dans la population des personnes dénutries des coûts de santé qui vont être bien plus importants. L'autre impact aussi, à l'échelle individuelle, chez ces patients-là, ça va être une augmentation de l'asthénie, donc de la fatigue dans le contexte de la dénutrition, avec une diminution des capacités fonctionnelles, particulièrement dans le contexte de la gériatrie, où on retrouve des personnes âgées qui sont en perte d'autonomie, qui va être très difficile à récupérer, avec un déficit immunitaire également, qui va engendrer une augmentation du risque infectieux, un défaut de cicatrisation, avec aussi plus de complications au niveau médical, chirurgical, notamment en post-opératoire de ces patients. Diapo suivante. Merci. Donc, c'est important de rappeler que la dénutrition, il va falloir absolument essayer d'agir en amont et qu'elle arrive, voire d'éviter les dénutritions les plus sévères, en opérant avec des critères diagnostiques que vous connaissez aussi déjà, mais que je vous rappelle, qui ont été modifiés alors en 2019 pour la population adulte de moins de 70 ans et les enfants, et puis en 2021 pour la population âgée de plus de 70 ans. Donc, ce sont les critères HAS qui se sont inspirés des critères du GLIM, un consensus européen. Ce que ça a apporté, cette modification il y a quelques années dans les critères, c'est que la dénutrition va être diagnostiquée par l'association de deux critères. Un critère qu'on dit phénotypique, donc quel est le marqueur le signe de la dénutrition, et un marqueur étiologique, donc d'où vient cette dénutrition et quelle est la cause. Et donc, il faut associer chacun de ces marqueurs, c'est-à-dire il ne suffit pas juste d'avoir un poids insuffisant, par exemple, il faut aussi le relier à il a un poids insuffisant, mais est-ce qu'à côté, il y a une diminution des apports alimentaires, une pathologie, une malabsorption? Donc, pour refaire un peu le point de ces différents critères, au moins un critère étiologique est suffisant pour la dénutrition. Alors, soit c'est une diminution des apports alimentaires, ça peut être une diminution inférieure à 50% des besoins sur une période courte, ou une diminution qui finalement sera moins importante, mais à plus long terme. La présence d'une pathologie, donc c'est assez large dans la définition de l'HAS, mais pensez aux pathologies qui vont entraîner une situation d'agression, en fait, qui vont augmenter les dépenses énergétiques. Donc, toute pathologie aiguë, pathologie chronique, les cancers notamment, ou un syndrome de malabsorption qui va faire que même si on s'alimente, on va moins bien assimiler les nutriments. Donc, un de ces critères suffit pour être un critère étiologique. Il faut l'associer avec un critère phénotypique qu'on va retrouver soit une perte de poids, soit un IMC insuffisant, soit des paramètres musculaires qui vont être affectés. Dans la perte de poids, alors on connaît on a ces critères-là depuis longtemps, de 5% en un mois, de 10% en 6 mois au minimum. Dans les récentes données de la HAS, en tout cas les dernières, on a rajouté un critère qui est de 10% au moins de perte par rapport au poids habituel avant la maladie. Donc ça, c'est intéressant parce que nos populations parfois perdent du poids progressivement, notamment les personnes âgées, les maladies neurodégénératives. Donc il n'y a plus d'échelle de temps en fait. Toute perte supérieure à 10% peut être qualifiée de critère phénotypique. Ça peut être donc la perte de poids ou un indice de masse corporelle inférieur à 18,5 pour les personnes âgées de moins de 78 ans ou inférieur à 22 pour la population âgée de plus de 70 ans.
Parfois, ce qu'on observe aussi assez souvent dans la dénutrition, c'est qu'il n'y a peut-être pas de poids qui a été significativement diminué ou un IMC qui reste correct, voire un surpoids et en obésité. Et donc, l'intérêt aussi, c'est d'aller associer, d'aller chercher aussi les paramètres musculaires, à la fois la masse et à la fois la force musculaire. Donc là, on va distinguer ces critères selon que la personne soit âgée de plus de 70 ans ou moins de 70 ans. Pour les adultes qu'on va dire jeunes, on peut utiliser la masse musculaire. Donc la masse musculaire, en fait, vous l'obtenez avec des appareils type alors DEXA qui est le gold standard, mais qui est peu disponible, l'impédance-mètre, qui est un peu plus répandu dans nos pratiques en cabinet ou dans les milieux hospitaliers. Ou à défaut, si on n'a pas cet équipement, on a aussi la possibilité d'utiliser la circonférence du mollet. Donc voilà, un de ces 3 critères peut qualifier la masse musculaire. Ou alors on peut utiliser aussi un critère de force musculaire avec le hand grip, ce dynamomètre qui va prendre la force du poignet, ou une diminution de la vitesse de marche où on va faire marcher la personne sur quelques mètres et on va enregistrer si la vitesse est ralentie ou pas par rapport à des références. Chez les personnes âgées de plus de 70 ans, en fait, il va nous falloir les 2 critères réunis pour vraiment diagnostiquer la sarcopénie, c'est-à-dire à la fois avoir une perte de masse musculaire et à la fois une perte de force musculaire. Donc la masse musculaire, vous réutilisez les outils qu'on vous a indiqués, hein, le DEXA, l'impédance-mètre ou la circonférence du mollet. Associé à la force musculaire, et chez la personne âgée, les critères que l'on va recueillir sont alors la force de la main avec le dynamomètre, comme on disait tout à l'heure, ou le lever de chaise, où on va faire lever la personne 5 fois de sa chaise. Donc voilà, en résumé, pour ces critères-là, il faut au moins un critère phénotypique avec associé à au moins un critère étiologique pour pouvoir diagnostiquer la dénutrition. Diapo suivante. Alors, la pédiatrie aussi, puisque ça faisait partie des référentiels de l'HAS, on va retrouver à peu près les mêmes critères, si ce n'est bien sûr que chez l'enfant, la particularité, c'est qu'il est en croissance. Donc, l'IMC, on va utiliser l'IMC par rapport à la courbe IOTF, donc la référence en fait de ce que devrait être la courbe de croissance et l'IMC que l'on va retrouver sur les carnets de santé, donc d'où l'importance d'avoir les carnets de santé que l'on remplisse régulièrement. Et chez l'enfant aussi, alors non seulement, bien sûr, il faut s'alerter d'une perte de poids, mais il faut aussi s'alerter d'une cassure du poids, de la courbe de poids. Donc, un enfant qui ne grossit pas, ça peut être aussi un signe d'alerte. Et typiquement, donc d'où l'importance d'avoir les carnets de santé. Un enfant qui va garder le même poids et qui va perdre de couloir, comme on dit, par rapport aux références, c'est aussi un critère qui peut être de dénutrition. Les restent identiques par rapport à ce que je vous ai dit. Donc, on n'y pense pas souvent, hein, mais l'enfant est aussi tout à fait concerné par cette problématique de dénutrition, quand il y a des pathologies notamment. On estime que 4 à 10% des enfants sont en sous-poids au domicile. Alors, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'il est dénutri, hein. Il faut aussi l'associer à un critère étiologique. Est-ce qu'il a juste un poids faible ou est-ce qu'il y a une pathologie ou une insuffisance alimentaire associée? Et la prévalence du sous-poids à l'hôpital est de 7 à 20%. Donc, vous voyez que cette problématique, elle concerne quand même un nombre d'enfants assez important. On peut passer à la diapo suivante. Donc, effectivement, je vous parlais de la sarcopénie, de la problématique aussi de la perte de masse musculaire. Et il faut vraiment vous dire que c'est ça la dénutrition. C'est en dehors du poids, c'est vraiment la composition corporelle. Cette dénutrition se marque par une perte de masse musculaire qu'on va retrouver alors avec les critères que je vous ai donnés, avec des imageries aussi. Vous le voyez là dans les images, c'est la partie la plus foncée là dans les coupes de scanner qui va petit à petit diminuer et puis s'infiltrer de graisse. Et donc, il faut bien garder en tête que la dénutrition, ce n'est pas juste le fait d'être maigre, hein, parce qu'on peut tout à fait être en surpoids, voire être en situation d'obésité et être dénutri. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, on a perdu de la masse maigre, hein, on a perdu la masse musculaire essentiellement, mais on a maintenu sa masse grasse, voire on a augmenté sa masse grasse, ce qui va complètement masquer la perte de poids, quoi. Donc, c'est vraiment important aussi de ne pas se dire qu'un patient en surpoids ou en situation d'obésité est à l'abri d'une dénutrition. Il est tout autant à risque de dénutrition que les autres, voire même il va avoir plus d'impact parce qu'il va avoir aussi beaucoup plus de difficultés à se mobiliser si à la fois il est en surpoids et à la fois il est dénutri. On peut passer à la diapo suivante. Donc, ce qui fait que par rapport à ces critères-là, on estime qu'on aurait près de 2 millions de personnes en situation de dénutrition en France. Alors, ce sont des données qui ont été extrapolées par rapport aux différentes études qu'on peut retrouver
et aux différentes proportionnalités dans notre population. Et pour rappel, encore une fois, hein, on pense à la dénutrition dans les cas des personnes âgées, c'est vrai, c'est une des populations qui est le plus à risque, mais on peut aussi la retrouver dans la population adulte, chez les enfants, les adolescents et même les nouveau-nés. Donc ça, ce qui illustre un petit peu cette image aussi, que toutes les personnes peuvent être concernées un jour par cette problématique. La diapo suivante, voilà. Pour aussi essayer d'évaluer avec les dernières données la prévalence de la dénutrition et de la prise en charge nutritionnelle. Une étude assez intéressante, hein, qui a été faite sur le nombre de personnes qui avaient bénéficié d'un remboursement de CNO, donc de compléments nutritionnels oraux, en 2022. On a retrouvé à cette année-là 1,3 million d'assurés, donc d'après les données de l'assurance maladie, qui avaient eu un remboursement. Alors, peut-être de quelques jours, peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois ou années, mais en tout cas, avaient bénéficié à un moment donné d'un complément nutritionnel oral. Donc ça représente probablement 1,3 million de personnes qui ont eu à la maison cette situation de dénutrition, et peut-être qu'il y en a bien plus, comme on le disait, puisqu'ils n'ont peut-être pas tous été bien repérés et bien pris en charge. Et encore une fois, vous voyez que bien sûr, proportionnellement, ce sont les personnes les plus âgées qui vont bénéficier de ces compléments nutritionnels oraux, mais vous le retrouvez aussi dans toutes les tranches d'âge. On peut passer à la diapo suivante. Donc ça permettait, voilà, cette slide-là de présenter un petit peu l'image à domicile, et c'est aussi important de représenter l'image dans le secteur hospitalier. On estime que près de 600 000 personnes qui ont été hospitalisées dans la même année, en 2022, dans un séjour en MCO, donc médecine, chirurgie, obstétrique, ont bénéficié d'un codage de la dénutrition. Ce qui représente, alors si j'associe un petit peu toutes les tranches d'âge que vous voyez dans le graphe, 9% des patients hospitalisés donc, qui ont eu ce diagnostic de dénutrition, soit un diagnostic principal, soit un diagnostic associé. Donc probablement, par rapport aux données que l'on connaît en fait de la prévalence de la dénutrition à l'hôpital, on peut s'imaginer que c'était souvent diagnostiqué de façon insuffisante et donc pas forcément dépisté. Donc probablement que si seulement 9% ont été dépistés et diagnostiqués, eh bien, peu ont été aussi pris en charge par la suite. Donc là, vous voyez aussi le même gradient, hein, selon l'âge de la prévalence du diagnostic de dénutrition. On peut passer à la diapo suivante, merci. Une étude là qui permet de compléter aussi ce que je viens de vous dire. Alors, c'est une étude à plus petite échelle, là, sur 345 adultes qui étaient hospitalisés, mais une étude qui était récente en 2024 à la Pitié-Salpêtrière, qui avait systématiquement cherché l'état nutritionnel des patients hospitalisés avec un tirage au sort. Donc, l'état nutritionnel avait été systématiquement recherché. Sur 345 patients, donc on a appliqué les critères de l'HAS tels que je viens de vous présenter. 44 n'ont pas pu avoir un statut nutritionnel déterminé, probablement par difficulté à recueillir certains critères. Et on a retrouvé donc une prévalence beaucoup plus importante par rapport aux chiffres que je venais de vous donner, en cherchant systématiquement la dénutrition. Dans cette population-là, 64%, près de 200 patients sur les 345, avaient une dénutrition en fait selon les critères de l'HAS. Donc, vous voyez la différence par rapport aux 9% que je vous ai donné à l'instant. Quand on va le chercher systématiquement, là, on a des taux très, très importants. Et parmi ces 64%, seulement 24% a vu ce fameux codage PMSI de la dénutrition, donc seulement un quart, et 60% avaient bénéficié d'un avis diététique. Donc finalement, la dénutrition n'était pas codée, mais il y avait quand même l'avis d'un diététicien demandé. Alors, on peut espérer que c'était un avis en rapport avec la situation de dénutrition, mais ce sont des hypothèses. Et on avait quand même 40% des patients qui étaient dénutris, qui n'étaient pas goûtés et qui n'avaient pas d'avis diététique demandé. Donc ça montre aussi l'importance, hein, de pouvoir, encore une fois, même si c'est quelque chose qu'on connaît bien à la dénutrition, toujours sensibiliser le personnel pour pouvoir aller rechercher cette dénutrition et proposer une prise en charge adéquate. On a fini pour cette slide et voilà, ça sera la dernière. Donc là aussi, ça paraît une évidence, mais c'est bien de rappeler parfois certaines évidences, c'est l'efficacité de la prise en charge nutritionnelle. Il s'agit d'une étude qui avait porté sur près de 2000 sujets, donc quand même voilà, une population qui était assez importante pour ce type d'étude, où on avait pris en charge des patients à risque de dénutrition selon le score NRS. On avait comparé le suivi diététique individualisé rapproché par rapport à des soins habituels.
Et ce que l'on voit assez clairement, d'une part, dans les diagrammes qui sont donc sur la droite du graphe, c'est que par rapport au diagramme bâton en rose, les personnes qui bénéficiaient d'une intervention avec un diététicien couvraient beaucoup mieux leurs apports énergétiques. On n'était pas à 100%, mais on s'en rapprochait quand même plus, et couvraient aussi beaucoup mieux leurs apports protidiques. Donc, vous voyez à peu près 20-30% de plus. Donc, c'est assez logique aussi, avec une prise en charge nutritionnelle, qu'on arrivait à de mieux en mieux atteindre les apports alimentaires, plus la durée d'hospitalisation avançait. Et l'intérêt aussi, c'était l'impact que ça avait, cette meilleure couverture. Et on voyait que dès le premier mois, il y avait une baisse significative du risque de complications, moins 21% de risque de complications, qui était significatif, moindre risque de dépendance, avec un meilleur score d'autonomie, avec l'indice de Barthel, une meilleure qualité de vie et un moindre risque de décès. Et donc, toutes ces données que je vous montre sont significatives. Donc, ça montre bien que, d'une part, ça marche d'avoir un suivi diététique individualisé, et ça a des effets positifs qui sont assez rapides. Je pense que j'en ai terminé là. Je vais laisser la parole à Alan. Merci. Merci beaucoup Gaël de nous avoir dressé ce tableau aussi précis d'été de la nutrition. C'est vrai que c'est important de bien comprendre de quoi on parle pour correctement sensibiliser. Donc je me présente, je m'appelle Alan Fossani, je suis le coordinateur de la Semaine nationale de la dénutrition depuis presque 2 ans maintenant, et je vais plutôt vous expliciter comment vous pouvez participer à la semaine, quels sont les outils que vous pouvez commander, et puis je vais aussi vous présenter un peu plus généralement de quoi sera composée la prochaine semaine nationale de la dénutrition. Alors avant tout, je voudrais quand même faire un petit retour sur l'édition 2025, puisque on en est assez satisfait. C'est de loin l'édition qui a été la plus importante en termes de mobilisation. On a eu, je vous ai mis les chiffres sur la slide, mais on a eu plus de 3200 organisations qui ont déposé et labellisé plus de 3700 projets, et ça représente au total plus de 20 000 actions qui ont touché directement plus d'1 million de personnes. Donc la semaine est existant depuis 2020, on n'était pas du tout sur ces chiffres-là il y a 5 ans, donc on est absolument ravis de voir cette montée en charge, et ça témoigne aussi de l'importance accordée à la dénutrition de manière générale dans les établissements, les services, etc. Et donc on a envoyé un peu plus de 2000 kits de communication, ce qui représente au total 1,5 million de flyers envoyés en France métropolitaine et en France ultramarine. Donc, vous voyez, c'est vraiment un sujet de fond qui concerne des milliers de personnes, et c'est pour ça que le collectif s'est créé, c'est pour générer ce mouvement citoyen. Donc, on en est très content. Alors, pour ceux et celles qui sont pas familiers avec la semaine, je vais vous rappeler brièvement ce que c'est. C'est une semaine d'action dans toute la France avec les acteurs du médico-social et du sanitaire principalement, mais aussi de nombreux autres secteurs qui prennent part à la lutte contre la dénutrition. Donc, parmi les autres secteurs, je vais vous en parler un peu plus en détail après, mais vous avez aussi le secteur de la restauration collective qui est très bien représenté, par exemple. Et la prochaine semaine nationale de la dénutrition, elle aura lieu du 16 au 22 novembre prochain. Et donc, vous pouvez y participer si vous êtes en France métropolitaine ou en France ultramarine, ça ne fait pas de différence. C'est une semaine qui est largement soutenue et financée par les institutions et par les pouvoirs publics. On est subventionné directement par le ministère de la Santé et aussi par l'assurance maladie, la Caisse nationale d'assurance retraite, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et puis la dénutrition a une place toute particulière dans le programme national nutrition santé, surtout dans le dernier, le PNNS 5 qui est sorti récemment, il y a un petit peu plus d'1 mois, où on voit que la dénutrition a de plus en plus d'importance. Donc, prendre part à cette semaine nationale de la dénutrition, ça vous permet de rejoindre des milliers d'acteurs de tous les horizons. Alors évidemment, il y a de nombreux établissements de santé, des hôpitaux, des cliniques et des établissements médico-sociaux, les EHPAD en particulier, les résidences autonomie qui y participent, ils portent vraiment la semaine, mais pas que, je le disais un petit peu avant, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui participent, que ce soit des entreprises du secteur de la restauration collective, que ce soit des entreprises qui vendent aussi, qui proposent du matériel médical, etc. C'est assez large. Il y a des associations, je pense par exemple à France Alzheimer, qui est un de nos partenaires et qui
organise de nombreuses actions pendant la semaine de la dénutrition. Puis il y a aussi des professionnels du premier recours, que ce soit des cabinets de médecins de ville, que ce soit des diététiciens, que ce soit des pharmaciens par exemple, ou des d'autres professions en libéral. Enfin, voilà, c'est vraiment très très large et ça s'adresse à tout le monde, à tous les acteurs qui veulent prendre part à la lutte contre la dénutrition. Et puis alors concrètement, quelles actions vous pouvez mener? Ben c'est pareil, hein, c'est très très large. Nous, il y a un message qu'on aime faire passer, c'est qu'il ne faut absolument pas se censurer. Toutes les actions sont bonnes à prendre et sont bonnes à réaliser pour la Semaine nationale de la dénutrition. Ça peut aller d'une simple campagne de communication sur les réseaux ou une campagne d'affichage avec des affiches que vous mettez sur le mur de vos établissements, à une action de dépistage avec les tests de prévention réalisés en grippe. Ça peut être une action de prévention avec des résidents, avec du personnel. Ça peut être des actions de formation ou de sensibilisation avec des réunions, des colloques ou des conférences à l'échelle d'un service, d'un établissement, d'un département, voire d'une région. Ça peut être aussi des actions plus simples de communication où vous allez distribuer des flyers depuis un stand. Enfin, voilà, c'est vraiment très très large. Donc, faites avec les ressources dont vous disposez en temps, en heures. Et en personnel également. Et sachez que vous n'êtes pas obligé de faire ces actions strictement pendant la semaine nationale de la dénutrition. C'est-à-dire que si vous l'avez faite un peu avant ou un peu après, pour toute raison que ce soit, eh bien, pensez à les faire labelliser, pensez à les déposer sur la plateforme parce que vous serez recensé sur la plateforme et aussi sur la carte interactive de la semaine nationale de la dénutrition. Donc voilà, vraiment les deux messages que je veux faire passer, c'est d'une part, faites toutes les actions, toutes les actions que vous souhaitez mener, et d'autre part, pensez à bien vous inscrire sur la plateforme. La seule limite qu'il y a dans la réalisation des actions, c'est qu'elles ne doivent pas être promotionnelles, promouvoir un service qui soit payant. Ça, c'est vraiment un prérequis et c'est vraiment une limite qui nous est posée. Vous ne pourrez pas recevoir le logo, la labellisation de votre action avec le logo de la Semaine nationale de la dénutrition s'il s'agit d'une action commerciale. Alors, pourquoi s'engager dans la réalisation d'actions pendant la Semaine nationale de la dénutrition? Eh bien, pour combattre une maladie qui touche au moins 2 millions de personnes, on l'a vu, pour se mobiliser aux côtés d'un vaste réseau qui est maintenant solide, qui se mobilise chaque année. Je l'ai dit, c'était un peu plus de 3700 participants en 2025. Chaque année, il y a des primo-participants, mais il y a quand même un socle qui se mobilise d'année en année. Pour aussi former sur un sujet qui peut toucher toutes les tranches de la population, de l'enfant à la personne âgée en perte d'autonomie. Et puis surtout pour participer à la prise de conscience du grand public autour des enjeux de la dénutrition et notamment de tordre le cou aux idées reçues, l'idée qu'il soit normal de maigrir en vieillissant, qu'il soit normal de maigrir en étant malade. Eh bien, tout ça, ce sont des idées qui empêchent, qui ralentissent le dépistage de la dénutrition. Donc voilà, ça fait partie des bonnes raisons de se mobiliser à l'occasion de la prochaine semaine. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on propose au-delà des actions que vous allez mener vous pendant la semaine de la dénutrition? Il y a plusieurs opérations thématiques pour sensibiliser aux enjeux de la dénutrition. On a notamment l'opération Cuisine ouverte qui permet de mettre en avant le secteur de la restauration collective, de mettre en avant les efforts qui sont faits par les cuisines collectives dans la réalisation de plats enrichis, adaptés aux résidents. Ou il y a aussi une attention portée à la mise en à la, à la mise en place, enfin, au montage, pardon. L'opération cuisine ouverte, vous pouvez participer de deux manières. Soit vous pouvez faire un atelier culinaire, un atelier avec les résidents où vous allez confectionner une recette enrichie et vous pouvez ensuite faire labelliser cette action sur la plateforme du collectif. On va vous mettre à disposition des suggestions de recettes et une suggestion d'économas sucrés et d'économas salés, duquel vous pourrez vous inspirer pour réaliser vos recettes. Donc ça, c'est une première manière de participer. Et puis vous prenez en photo vos recettes et vous les mettez sur les réseaux sociaux. Et l'autre façon de participer, c'est de participer au concours cuisine ouverte. Donc c'est le même principe. Vous vous inspirez des recettes et de l'économa qui vous sera fourni. Vous réalisez votre recette avec les résidents et puis ensuite vous pouvez envoyer vos photos et une fiche technique au collectif et ça fera
fois en termes de réception de la candidature, et votre candidature sera étudiée par un jury en janvier, et les 6 lauréats qui auront été sélectionnés se verront remettre leur prix en direct, en présentiel, lors d'un congrès sur l'autonomie à Tours. Donc n'hésitez pas à participer à cette opération. Ça donne de très belles réalisations. On a aussi une opération qu'on mène avec un de nos partenaires les plus anciens, l'association Ciel Bleu, qui, eux, sensibilisent vraiment à l'importance de l'activité physique adaptée dans la lutte contre la dénutrition. Donc, chaque année, ils organisent des milliers d'heures de séances d'activité physique adaptée qui, du coup, sont agrémentées d'un message de sensibilisation à la dénutrition. Et vous pouvez tout à fait vous inspirer de ces types d'actions pour mener de votre côté une action qui sensibilise à l'activité physique adaptée, que ce soit une présentation de ce qu'est l'activité physique adaptée ou pourquoi pas un cours. Enfin voilà, c'est aussi très très libre de ce point de vue. Je vous ai mis quelques photos des recettes qui ont été réalisées l'année dernière pour le concours Cuisine ouverte et pour l'opération Cuisine ouverte. Donc, vous voyez, hein, tous ces établissements n'ont pas participé au concours. Il y en a aussi qui ont simplement participé à l'opération Cuisine ouverte. Et l'année dernière, le thème, c'était le chou sucré et salé. Vous voyez, ça donne parfois de très, très belles réalisations. En plus de ça, on a tout un programme de webinaires thématiques qui fait appel hein, aux meilleurs professionnels nationaux sur chaque enjeu. La dénutrition, elle est au croisement de plein de spécialités, elle est au croisement de plein d'enjeux, et c'est important de tenter de tous les aborder. L'année dernière, on a par exemple parlé de dénutrition et de santé mentale, on a parlé de troubles de la déglutition et de dénutrition avec la Fédération nationale des orthophonistes, on a parlé des enjeux éthiques qui sont liés à la nutrition, on a parlé du rôle de la santé bucco-dentaire dans la prévention de la nutrition, du rôle des aidants, etc., etc. Donc c'est un programme de webinaires thématiques assez large, hein, on parle de quasiment une quinzaine de webinaires, et pour vous inscrire, eh bien, il suffit simplement de suivre les actualités du collectif en vous rendant sur son site internet ou sur la page LinkedIn qui est un peu qui sont nos deux canaux de communication principaux. Donc, exemple, hein, l'année dernière, du programme de la semaine, vous voyez en bleu, vous avez l'ensemble des webinaires qui ont été donnés. Donc, vous avez un webinaire avec Alzheimer et la nutrition qui prenait la forme d'un quiz. Vous avez un webinaire avec sur l'activité physique adaptée avec Ciel Bleu, justement, un webinaire donné par professeur Isabelle Prêcheur, membre du collectif sur la dénutrition et la santé bucco-dentaire le jeudi 20. Alors, vous voyez, c'est très, très large et on a eu plusieurs milliers d'inscrits, un peu plus de 6 000 inscrits l'année dernière. Et n'hésitez pas à aller consulter les replays de ces webinaires sur le site, sur la chaîne YouTube du collectif que vous pouvez retrouver en scannant le QR code ou tout simplement en allant sur YouTube et en tapant collectif de lutte contre la nutrition. L'année dernière, on a aussi élaboré un label à destination des EHPAD et des résidences autonomie, le label établissement gourmand, qui vise à valoriser les efforts menés par les cuisines collectives pour faire du beau et du bon. Donc, on parle là des cuisines qui mettent vraiment un accent tout particulier à la réalisation de recettes et de plats qui soient adaptés aux résidents, qui utilisent de bons produits, qui soient frais, qui aussi mettent en avant et mettent l'accent sur l'enrichissement nutritionnel. Et l'idée de ce label, c'est vraiment de signifier ses efforts pour pouvoir postuler au label. Hein. Il y a un dossier de candidature qui doit être monté et qui suit 4 axes principaux: la restauration, la nutrition, la maîtrise des arts culinaires et la qualité des produits. Ensuite, une fois que ce dossier de candidature est envoyé, eh bien les établissements sélectionnés se verront audités par des chefs qui viendront compléter l'évaluation et qui viendront décerner ou non le label établissement gourmand. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer en vous rendant sur le site du collectif. Vous avez tous les détails des candidatures qui sont affichés. Alors maintenant, je vais rentrer dans la partie utilisation de la plateforme de commande de labellisation, puisque si vous souhaitez participer à la semaine, c'est l'outil central que vous aurez à utiliser. Donc, pourquoi une plateforme de labellisation de commande? Eh bien, tout simplement pour vous laisser l'autonomie de commander et de déclarer vos actions au fur et à mesure de l'élaboration de votre projet.
Vous avez donc trois environnements sur cette plateforme, un environnement d'inscription que vous n'aurez pas à refaire si vous étiez inscrit l'année passée, mais que vous aurez à refaire cette année avec votre numéro SIRET. Vous avez un environnement dépôt des actions. Vous pouvez tout simplement donner les détails de votre action, le jour, l'heure, ce que vous allez faire, et aussi un environnement où vous allez pouvoir commander vos kits de communication, où là, vous allez pouvoir sélectionner la quantité et les flyers que vous souhaitez recevoir pour consolider votre action. Donc le principe, c'est vraiment que votre numéro SIRET soit votre identifiant. Si c'est la première fois que vous inscrivez sur la plateforme, vous saisissez votre numéro SIRET, vous saisissez votre adresse mail, vos numéros de téléphone, vous répondez à quelques questions sur la fréquence de votre participation, et ensuite, vous aurez accès à l'espace action et à l'espace commande de kit. Et si vous voulez revenir après, parce que vous n'avez pas forcément une idée d'action, mais si vous voulez revenir après pour la détailler, pour commander vos kits, et ben vous ressaisirez votre numéro SIRET et vous arriverez directement sur l'espace de dépôt des actions. Et cette année, il y a plusieurs outils qui sont disponibles à la commande. Vous avez les flyers thématiques, les flyers d'autodépistage parade, les flyers compléments nutritionnels euros qui aident à la prescription et à la délivrance, le carnet de suivi de poids en oncologie, l'affiche pour la restauration collective, les badges de la semaine de la dénutrition, et puis le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires qui en fait sont le flyer un peu nouveau-né du collectif. Donc, notez bien la date butoir du 25 septembre, qui est la date à laquelle au-delà de laquelle vous ne pourrez plus commander vos kits de communication. On a un délai d'impression et de routage assez conséquent pour que vous puissiez recevoir vos flyers avant la semaine de la dénutrition. Donc, il faut impérativement que vous soyez enregistré, que vous ayez déposé une action et que vous ayez commandé vos kits avant le 25 septembre. Pour labelliser, donc là, je vous ai remis un petit peu le détail de la procédure pour vous inscrire sur la plateforme. Donc, vous inscrivez avec votre numéro SIRET. Si vous vous étiez déjà inscrit l'année dernière, vous retapez tout simplement votre numéro SIRET. Ensuite, vous déposez votre action. Donc, si elle n'est pas aboutie, vous mettez dans la description que vous allez revenir dessus. Et puis, ensuite, une fois que vous avez saisi les détails de votre action, eh bien, vous passez à l'espace de commande des kits où là, vous allez pouvoir sélectionner vos éléments et pensez bien à mettre le maximum de détails possible pour faciliter la livraison. Si vous officiez dans des très grands établissements, c'est important de bien préciser l'étage, la porte, etc. pour que vous puissiez bien recevoir vos kits de communication. Et petit détail aussi, vous pouvez revenir sur vos actions jusqu'au 20 novembre. C'est-à-dire que si par exemple vous changez, finalement vous aviez plutôt pensé à un stand et puis que finalement 3 semaines avant vous dites que vous préférez faire un atelier culinaire, et ben vous pouvez revenir sur l'espace action et la modifier jusqu'au 20 novembre. Ça c'est vraiment très flexible et très souple. Et pareil pour les commandes, si vous voulez revenir dessus, vous avez la possibilité de les modifier jusqu'au 25 septembre. Voilà, alors les outils qui sont disponibles à la commande, je vous les ai remis. Vous avez le flyer grand public, le flyer soignant, le flyer acteur du domicile. Le flyer en FALC, en facile à lire et à comprendre, c'est la traduction recto sensu du flyer grand public, mais avec des pictogrammes qui permettent aux personnes qui ne parlent pas correctement le français pour toute raison que ce soit, de comprendre simplement les symptômes de la dénutrition, quels sont les risques et comment l'éviter. Vous avez donc le flyer d'autodépistage parade qui permet d'évaluer le risque nutritionnel encouru ou non par une personne avec un quiz et une somme de pictogrammes additionnés. Vous avez le carnet de suivi de poids qui se destine au secteur de l'oncologie, qui permet de mesurer l'évolution du poids d'une personne qui suit un traitement anticancéreux. Vous avez également la fiche restauration collective qui se destine principalement aux cuisines collectives et qui explicite l'importance du soin et du travail qui doit être apporté au repas pour lutter contre la dénutrition. Vous avez les badges officiels de la Semaine nationale pour les professionnels et le grand public. Vous avez les fiches d'aide à la prescription des compléments nutritionnels oraux qui se destinent aux médecins et aux pharmacies, qui visent vraiment à redonner des bonnes pratiques sur comment prescrire correctement les CNO en fonction du goût, de l'apport protéino-énergétique et puis de la temporalité de prescription entre la première délivrance et la deuxième délivrance. Et puis donc vous avez, je vous en parlais un peu plus tôt, le flyer d'aide au dépistage des troubles des conduites alimentaires qui s'adresse plutôt aux professionnels et qui explicite brièvement l'ensemble des troubles des conduites alimentaires, comment les repérer et quels sont les signaux qui doivent tirer la sonnette d'alarme.
Voilà, je vous ai remis la répartition des commandes en 2025. Vous pouvez voir que le flyer parade a été massivement commandé. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est un tout petit format qui peut être très facilement positionné en salle d'attente ou distribué aux personnes. Puis vous avez le flyer soignant également qui a été fortement plébiscité. En plus de ces outils, vous avez des outils complémentaires que vous pouvez retrouver sur le site du collectif et sur l'Académie de lutte contre la dénutrition. Pourquoi des outils complémentaires? Parce qu'on peut pas tout envoyer, malheureusement. Dans les outils complémentaires, vous avez moult guides d'action qui se destinent à tous les secteurs et à toutes les professions. Vous avez un guide d'action pour les résidences autonomie, pour l'hôpital, pour les EHPAD, pour les personnes en situation de handicap, etc., etc. Le principe des guides d'action, c'est de donner des clés pour mener des actions pendant la Semaine nationale de la dénutrition, mais aussi pour instaurer des bonnes pratiques au quotidien. Il y a vraiment plein de conseils qui ont pour ambition de très humblement de guider leurs cibles dans un meilleur prise en charge et repérage de la dénutrition. Vous avez aussi dans les ressources complémentaires des affiches destinées aux aides à domicile qui sont issues d'une campagne de communication numérique qui avait été effectuée grâce à la CNAV. Et vous voyez, vous avez donc des indices qui s'adressent particulièrement aux aides à domicile et qui doivent alerter sur un risque nutritionnel éventuel encouru par une personne. Donc le frigo, la taille des vêtements, le temps passé au lit et puis la capacité à monter les escaliers. Vous avez aussi la vidéo en motion design de Paul, un retraité qui souffre de dénutrition et qui est mis en scène dans des situations du quotidien et qui permettent donc d'alerter et de repérer au quotidien ce qui peut signifier qu'une personne est dénutrie. Toutes ces ressources-là, vous pouvez les retrouver sur la plateforme de ressources du collectif qui s'appelle l'Académie de la lutte contre la dénutrition. Donc, pour y avoir accès, c'est très simple. Vous allez sur le site du collectif. Je vais vous remettre en chat tous ces liens. Vous allez sur le site du collectif. Vous choisissez dans l'onglet Académie de la lutte contre la dénutrition et vous avez toutes les ressources qui vont s'afficher que vous pouvez trier et filtrer en fonction des mots-clés, en fonction de ce que vous recherchez et en fonction des thématiques. Et puis pour nous suivre et nous contacter, eh bien, vous pouvez vous abonner à la page LinkedIn du collectif ou vous inscrire via la newsletter sur le site du collectif. Vous verrez, c'est tout en haut. Vous pouvez simplement entrer votre adresse mail et vous serez au courant par mail régulièrement de toutes les actualités du collectif. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et donc je laisse la parole à Madame Ménard. Oui, je Madame vais Claudry, pardon. prendre la suite plutôt. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. Donc Charlotte Baudry, moi je suis de la SRAE Nutrition. Donc merci Alan pour la présentation de tous ces outils qui sont mis à disposition des professionnels par le collectif de lutte contre la dénutrition et puis la présentation du fonctionnement de la plateforme d'inscription. Donc nous, SRAE Nutrition, comme Aurélie l'a dit en début de webinaire, on est missionné par l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire pour être le relais régional de la Semaine nationale de la dénutrition. Et donc, en plus de relayer toutes les informations du collectif, on propose aussi aux professionnels de la région des outils spécifiques qui seront disponibles via la plateforme d'inscription que vous pourrez commander par ce biais en cochant Pays de la Loire. Vous arriverez à la mise à dispo de ces outils. Et donc, juste pour vous redonner un petit tour d'horizon des outils qu'on propose à l'échelle régionale, on a déjà toute une partie d'outils à destination des professionnels d'EHPAD. Donc, on avait déjà mis à disposition l'année dernière, lors de l'édition 2025. On a notamment une vidéo de sensibilisation, une vidéo de 15 minutes, un peu flash sur l'essentiel sur la dénutrition en EHPAD, donc qui peut être utile notamment pour organiser un temps de sensibilisation auprès de vos collègues, auprès des équipes au sein des établissements. On a un kit de sensibilisation à la dénutrition qui contient pas mal d'outils pratiques, à la fois des outils d'aide au diagnostic de la dénutrition, des fiches pratiques sur les besoins nutritionnels des personnes âgées, des affiches pour informer sur ce qu'est la dénutrition et qui sont vraiment très adaptées aux EHPAD.
Et enfin, on a une mallette avec des outils plus spécifiquement si, en tant que professionnel d'EHPAD, vous souhaitez mener un atelier avec les résidents, donc avec notamment un quiz vrai-faux et un livret à destination des résidents ou de leur famille pour leur expliquer ce qu'est la dénutrition et ce qui peut être mis en place au sein des établissements pour lutter contre cette pathologie. Comme Aurélie le disait en intro, à la SRAE Nutrition, on organise régulièrement des formations des référents nutrition en EHPAD. Donc, on commence à avoir une petite communauté de référents nutrition formés en région, donc, qui sont des professionnels du soin, mais aussi des professionnels de la restauration. Donc, on a plus de 300 pros formés aujourd'hui en région. Et donc, on a envie de créer une communauté de pratique de ces référents nutrition en EHPAD. Et on vous proposera en septembre, le 8 septembre, une visio pour échanger entre référents nutrition en EHPAD, partager vos expériences et puis préparer ensemble un peu les actions que vous pouvez mettre en place au sein de vos établissements pour l'édition 2026 de la semaine de la dénutrition. En termes d'outils qu'on propose, on a aussi, depuis l'année dernière, créé des outils qui vont être un peu plus dédiés aux médecins généralistes, avec notamment une checklist diagnostic de la dénutrition, donc qui reprend les critères phénotypiques et étiologiques que Gaëlle vous a présenté en intro de ce webinaire, mais sous la forme d'une checklist. Donc, le médecin peut se laisser guider et checker un peu tous les critères qu'il est important de regarder pour établir le statut nutritionnel d'une personne âgée. Et on a en parallèle de ça un petit outil qui est le guide de prise en charge nutritionnelle du patient âgé dénutri avec les messages principaux, les conseils à donner au patient et à son entourage pour adapter son alimentation, et puis les prescriptions ou orientations vers un bilan diététique qu'il est intéressant d'envisager. En termes d'outils plus généraux, on a l'équivalent de la vidéo dont je vous parlais pour les professionnels d'EHPAD, mais là, une vidéo beaucoup plus générale, la dénutrition, tous concernés, qui là aussi dure 15 minutes. C'est un support commenté qui reprend vraiment la définition de la dénutrition, les chiffres clés, comment la repérer, la diagnostiquer, et puis des conseils de prise en charge et d'orientation. Donc, cet outil peut être intéressant pour, encore une fois, organiser un petit temps d'échange avec les collègues. Et puis, depuis l'année dernière, on a créé 2 livrets à destination des patients de plus de 70 ans. Donc, ces livrets, ils ont été co-construits avec des professionnels. Le premier livret reprend vraiment toutes les idées reçues autour de l'alimentation des personnes âgées. Je dois manger moins de viande, à mon âge, j'ai besoin de moins manger, etc. Et donc avec des arguments pour un peu contrer toutes ces idées reçues. Donc vraiment dans une optique de prévention. Et puis, on a un deuxième livret, là, qui est plus à destination des personnes âgées, vraiment dénutries, qui explique ce qu'est la dénutrition et qui donne des conseils pratico-pratiques sur comment adapter son alimentation quand on est dénutri, avec notamment une liste de courses anti-dénutrition. Et enfin, on a une mallette à outils qu'on propose déjà depuis plusieurs années et qui regroupe en fait l'ensemble des outils nécessaires pour mener un atelier de sensibilisation avec des personnes âgées. Donc, ça va vraiment du déroulé de l'atelier, du déroulé de séance à des quiz sur l'alimentation pour animer ce temps, des affiches sur les protéines, des recettes enrichies et puis les livrets dont je viens de vous parler. Et l'idée de cette mallette à outils, c'est qu'elle peut vraiment être utilisée au choix, en fait, en autonomie. L'idée, c'est qu'une personne qui commande cette mallette, elle a toutes les instructions pour mener l'atelier. Ou encore mieux, si elle le souhaite, elle peut être accompagnée par un diététicien ou une diététicienne de l'association Du pain sur la planche qui peut venir animer l'atelier au sein de la résidence autonomie ou au sein de la maison de santé, etc., avec les personnes âgées. Donc, pour vous donner une idée, en 2025, cette mallette, elle avait été commandée par 215 professionnels.
Et donc, on voulait aussi profiter de ce webinaire pour donner la parole à Aurélie Ménard, donc, qui est diététicienne justement au sein de l'association Du pain sur la planche et qui a eu l'occasion lors de l'édition 2025 d'utiliser cette mallette auprès des personnes âgées. Donc Aurélie, on va te laisser la parole pour nous dire quelques mots sur comment tu as utilisé cette mallette, dans quel contexte et puis comment ça avait été perçu par les personnes âgées. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, moi c'est la deuxième année où je participe à cette semaine de lutte contre la dénutrition grâce à la mallette du pain sur la planche de l'Astrae. Du coup, pour nous, c'est très intéressant d'avoir un kit, une mallette où tous les outils sont présents. On a du coup les idées reçues, on a tout le conducteur qui permet une prise en main très simple avec les messages clés qui sont répétés. C'est bien timé, donc on sait du coup comment organiser notre présentation. Et puis on a le livret des idées reçues, où ça nous permet d'avoir une interaction vraiment très importante avec le public. Moi, j'ai fait 2 années consécutives donc, dans un foyer autonomie. La première année, ils sont venus vers nous. Enfin, nous sommes allés vers eux et la deuxième année, ils sont venus vers nous. Du coup, j'avais un groupe entre 13 et 15 personnes âgées de plus de 75 ans. Pour tous, c'est une vraie découverte en fait, les éléments de la dénutrition. Il y a un vrai travail déjà sur les idées reçues. Donc le fait de les faire participer, de les faire voter en disant oui ou non, je suis d'accord avec cette affirmation, du coup ça les fait déjà s'exprimer. Ensuite, l'outil para de le faire en collectif et d'être vigilant à leurs réponses, ça permet aussi d'indiquer vers un possible rendez-vous vers un médecin traitant. J'ai eu la chance, la deuxième année de mon intervention dans le foyer, c'est d'être accompagnée de l'infirmière du foyer autonomie. Donc là, ça avait tout son sens parce qu'elle connaissait très bien quand même mon public. Et pour autant, elle a quand même elle entendait des réflexions. Elle s'est dit, oula, je dois être vigilante dans mes messages. Donc voilà, ça avait vraiment du sens aussi. Et puis le troisième atelier qu'on aime aussi dans cette mallette, c'est de parler de leurs habitudes alimentaires et de parler des idées d'enrichissement. Et ce qu'on a dans le livret Je suis dénutrie, il y a une liste de courses anti-dénutrition. Et ça, en fait, c'est un support hyper pratique pour ce public, pour pouvoir se dire, bah oui, je peux rajouter facilement à mon plat tel ou tel aliment pour l'enrichir. Donc, ça, ils aiment le côté pratico-pratique. Et cette année, comme dans le kit mallette, on a aussi des recettes, on aimerait aussi rajouter le petit volet cuisine. Ça a été testé, il y a eu des initiatives l'année dernière pour faire des collations enrichies avec les personnes âgées. Et ça a été vraiment très apprécié. Et notre objectif aussi, c'est de toucher aussi les aidants. Parce qu'en fait, cette mallette, elle peut vraiment être adaptée à un public d'aidants. Donc, c'est aussi notre autre objectif, c'est de toucher cette cible. Voilà. Ok. Je sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup Aurélie pour ce retour d'expérience, c'était très clair. N'hésitez pas si vous avez des questions à poser à Aurélie, on pourra les prendre en fin de webinaire, on arrive presque au bout. Juste, on voulait vous dire que, comme déjà Alan l'a dit précédemment, notre petit slogan régional de cette année, c'est « Chaque action compte ».
parce que vraiment, une campagne d'affichage, une action de dépistage, enfin tout type d'action, juste de la communication autour de l'événement, c'est déjà beaucoup. Et puis, c'est un événement national, donc l'idée, c'est aussi de donner de la visibilité à vos actions. Donc n'hésitez pas à faire labelliser votre action, à vous inscrire sur la plateforme nationale, parce que c'est comme ça qu'on donne de la visibilité à tout ce qui se fait sur les territoires. Et puis, ça vous permet en plus d'avoir accès à plein d'outils qui peuvent vraiment vous donner un coup de pouce pour l'organisation d'actions. C'est vraiment l'objectif à la fois des kits de communication du collectif et puis des outils qu'on fait régionaux à la SRAE. C'est que ça vous prenne pas trop de temps d'organisation et que vous ayez un peu tout clé en main pour organiser une action au sein de votre structure ou de votre établissement. Donc, on reste disponible pour toutes vos questions, tous nos outils. Vous pouvez retrouver les infos sur le site de la SRAE Nutrition. Si vous êtes adhérent et inscrit à notre newsletter, on fera aussi au fur et à mesure des communications autour des temps forts, de la deadline pour commander les kits, etc. Et on relaiera toutes les infos du collectif, le programme des webinaires, etc. Et tous nos outils sont donc directement dans le formulaire national. On a terminé de notre côté. Je voyais juste qu'il y a une question concernant une infirmière qui n'a pas de numéro SIRET. Je pense, Alan, c'est plus pour vous. Alors, on ne peut pas utiliser le numéro RPPS pour commander, pour s'inscrire sur la plateforme, parce qu'en fait, elle est reliée à une base de données qui vient chercher le nom à chaque fois de l'établissement. Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer un mail. Je vais vous mettre l'adresse mail dans le chat. Vous pouvez m'envoyer un mail et je vais voir comment je peux éventuellement forcer votre inscription de mon côté. Ça va être plus simple. Hop. Voilà, je vous ai mis l'adresse mail et donc vous pouvez me contacter et on va voir ça ensemble. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je pense que nos interventions respectives étaient très claires. Je ne sais pas, Alan, s'il y a d'autres informations à partager ou... Non, pas d'autres informations. Mais merci en tout cas à celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et puis, on espère vous retrouver nombreux à l'occasion de la prochaine semaine nationale. Et puis surtout, on reste disponible si vous avez des questions, que ce soit à l'échelle régionale ou nationale, n'hésitez pas à nous contacter. On est là aussi pour vous accompagner dans la mise en place de vos actions. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.